Europe Matin, Patrick Cohen. Excellent début de journée à vous tous. Voici Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et si les enquêteurs étaient en présence d'un tueur en série, Nordal Lelandais poursuivi dans 2 dossiers. La disparition de la petite Maëlys et désormais l'assassinat d'un jeune militaire de 23 ans. La justice va aussi se pencher sur d'autres affaires non élucidées. L'inquiétude des familles. Dans un instant, les autres titres. À Millas, la mise en examen de la conductrice du bus scolaire pour homicide et blessures involontaires par imprudence. Les obsèques de 4 victimes ont lieu ce matin. Et si c'était elle, le nouveau visage de la Catalogne, Inés Arrimadas, sa liste centriste, est en tête des sondages, journée d'élection, nous irons sur place. Et puis un dossier sensible, la réforme de l'audiovisuel public, grande réunion aujourd'hui au ministère de la Culture, dans une ambiance pour le moins tendue, ce sera l'enquête du 8h. À quoi bon sermonner la Pologne qui n'en fait qu'à sa tête? Et comment se présente le divorce avec les Anglais? À 8h15, Michel Barnier, le négociateur de l'UE pour le Brexit, commissaire européen, sera notre invité. La France vient-elle de découvrir un nouveau tueur en série, Nordal Lelandais, désormais poursuivi dans 2 affaires au moins, la disparition de la petite Maëlys et depuis hier l'assassinat d'un jeune militaire de 23 ans, Arthur Noyer. Et désormais, police et gendarmerie s'intéressent aussi à d'autres dossiers pour voir s'ils ont un lien avec Nordal Lelandais, d'autres affaires non élucidées. Celle de 2 hommes, par exemple, disparus à 1 an d'intervalle en 2011 et 2012. C'était en marge d'un festival d'électro près d'Albertville. Le premier s'appelle Jean-Christophe Morin. Il avait 23 ans à l'époque. Ce matin, son père, Daniel, est inquiet. Il témoigne sur Europe 1. Si Nordal Lelandais est vraiment quelque part en rapport avec Jean-Christophe, là c'est catastrophique. Ça voudrait dire que Jean-Christophe il est mort et je vous avouerai que j'arrête pas d'y penser. Pour moi il était parti à l'étranger et je l'espère toujours. Qu'il veuille faire une autre vie. Moi, son dernier coup de fil, c'est le jour de la fête des pères. Il réouvre le dossier de Jean-Christophe. En tout cas, on commence à en parler. Donc, s'il est vivant dans un coin, peut-être qu'il dira « Oh, je suis là » et puis qu'il téléphonera pour nous tenir au courant. J'espère que tout le monde se trompe, que ce mec-là, bon, il a l'air bizarre, qu'il n'ait rien à voir avec Jean-Christophe. Sinon, tous nos espoirs tombent à l'eau. C'est quand même assez inquiétant tout ça. Témoignage recueilli par Pierre de Cossette. La cérémonie est prévue à 9h30 ce matin dans une salle de Saint-Féliu-d'Aval. Les obsèques de 4 collégiens, 4 des 6 victimes de l'accident de bus scolaire à un passage à niveau. 4 cercueils blancs devant lesquels des milliers de personnes sont venues se recueillir hier. Nous sommes en ligne avec notre correspondant Benjamin Péter. Benjamin, il y aura encore beaucoup de monde aujourd'hui. Eh bien oui, on attend des centaines de personnes pour partager ce moment particulièrement intense. À l'intérieur de la salle polyvalente où depuis hier, vous le disiez, de nombreux habitants de Saint-Feuillu et des villages alentours viennent se recueillir. Eh bien 600 des 1000 places disponibles ont été réservées pour les familles. Du coup, pour ceux qui resteraient à l'extérieur, un écran géant a même été installé, ce qui devrait permettre donc à beaucoup d'autres anonymes venus de tout le département, des gens véritablement bouleversés par ce drame, d'assister aux obsèques et de soutenir ainsi les proches des 4 victimes inhumées aujourd'hui. Alors la cérémonie sera présidée par l'évêque de Perpignan, assisté de 25 prêtres et diacres. Et à l'issue de cette cérémonie, le préfet lira un message d'Emmanuel Macron à destination des familles. L'État qui a par ailleurs indiqué qu'il prendrait en charge l'intégralité des frais d'obsèques. Et puis Benjamin, on a appris hier soir la mise en examen de la conductrice du bus. Eh bien oui, à l'issue d'une audition de quelques minutes à peine, elle a été mise en examen pour homicide et blessures involontaires par imprudence, des faits qu'elle conteste selon son avocat, puisqu'elle continue d'affirmer que les barrières étaient bien levées. La conductrice qui a été placée sous contrôle judiciaire et qui a dû être hospitalisée une nouvelle fois hier soir, compte tenu de son état de santé. Merci Benjamin Péter. Nous partons à présent, pardon. Il est 8h03, Patrick. Julie, nous partons en Catalogne, car c'est le jour J, les élections pour renouveler le Parlement. Après des mois de crise interminable entre les indépendantistes et Madrid, un Premier ministre Rajoy inflexible, un président sortant Carles Puigdemont en fuite en Belgique et une jeune femme qui va peut-être mettre tout le monde d'accord. Elle s'appelle Inés Arrimadas. Vous ne la connaissez pas et pourtant, sa liste centriste est favorite du scrutin. Notre correspondant Henri de la Guéry l'a suivi en meeting. Reportage. Inés, que vamos a ganar. À chaque meeting, c'est la même chose. On l'appelle par son prénom, on l'encourage et on veut se prendre en photo avec elle. Inés Arrimadas, 36 ans, n'abandonne jamais son sourire. Et pendant la campagne, cette brune aux grands yeux noirs a su fédérer ceux qui refusent l'indépendance. Les gens ont envie de mettre fin à cette incertitude et à ce processus qui n'a apporté
n'apporter rien de bon. Ils veulent commencer une nouvelle étape, la réconciliation. Tout ça n'est pas un problème entre la Catalogne et l'Espagne, c'est un problème entre Catalans. Née en Andalousie, Inés Arrimadas est arrivée à Barcelone il y a une douzaine d'années. La jeune femme, moderne et polyglotte, travaille dans une entreprise de conseil avant de se lancer en politique. Depuis 2012 au Parlement catalan, elle tient tête aux indépendantistes. Voilà qui fait l'admiration de Joan, militant. C'est une femme très courageuse parce qu'elle ose s'affronter au nationalisme. Elle a réussi à réveiller la majorité silencieuse qui veut que la Catalogne reste en Espagne. Ultra minoritaire il y a encore 5 ans, Ciudadanos, le parti d'Inés Arrimadas, est en mesure de l'emporter ce soir. Ce serait une victoire sans doute insuffisante pour gouverner, mais cela provoquerait un véritable séisme dans une Catalogne dirigée depuis 7 ans par les séparatistes. Barcelone, Henri Laguerri, Europe 1. Et puis cette dernière minute à Melbourne, en Australie, une quinzaine de personnes fauchées par une voiture. Cela s'est passé dans un quartier très fréquenté de la deuxième ville du pays. Les secours sont sur place. Le conducteur a été arrêté. Aux États-Unis, Donald Trump a tout sauf le triomphe modeste. On a battu tous les records, affirme le président, après l'adoption de sa réforme fiscale par le Congrès. La plus grande baisse d'impôts de l'histoire des États-Unis, un cadeau de Noël pour les Américains, dit-il. Alors tous ne sont pas d'accord. Selon un sondage, 2 sur 3 pensent que cette réforme profitera surtout aux plus riches et aux entreprises, pas aux Américains les plus modestes, comme cette institutrice rencontrée à New York. Elle s'appelle Molly. En tant qu'institutrice, cette loi a pour effet de me priver de déduction fiscale quand j'achète des fournitures scolaires. Donc désormais, je vais payer de ma poche pour le papier, les stylos, l'encre de mes élèves dans une école publique. Les républicains veulent taxer les pauvres et donner l'argent aux gens vraiment très riches. Propos recueillis par notre correspondant aux États-Unis, Xavier Yvon. Et puis un climat de violence au Honduras. 12 personnes ont été tuées dans des manifestations, chiffre donné par les Nations Unies. On parle également de centaines d'opposants arrêtés, un mouvement de colère à travers le pays après la réélection du président Juan Orlando Hernández, résultat contesté par l'opposition. Permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail, c'était l'un des objectifs des États généraux de l'alimentation. 5 mois de travaux, de consultations qui se terminent aujourd'hui avec des annonces. On a beaucoup parlé des relations compliquées entre producteurs et grande distribution. Trouver un terrain d'entente, un juste prix pour mieux rémunérer les agriculteurs. Eh bien, un prix qui devrait être fixé sur le prix de revient du lait ou encore de la viande bovine. Il y a urgence, en tout cas, nous vous le disions cette semaine, les défaillances d'exploitation agricole, liquidation, redressement. Ces défaillances sont en hausse, très nettes, et la chute peut être rapide. Écoutez l'histoire de ce producteur laitier breton que nous raconte notre correspondant François Coulon. Stéphane élève une cinquantaine de vaches dans le Finistère depuis 20 ans. En 2015, comme ses collègues, il a dû faire face à la crise du lait. Des industriels qui payaient beaucoup moins cher que le prix de revient. S'est ajouté un problème sanitaire grave qui l'a fait chuter. J'ai perdu 100 000 litres de lait sur l'année 2015. Ça m'a entraîné dans le mur. Avec la chute du prix du litre de lait en même temps, c'est 26 000 € de moins de chiffre d'affaires. Financièrement, ça passait plus. On n'arrivait plus à payer les factures. Je ne voyais plus où j'allais. Ça a été difficile d'appeler quelqu'un au secours, quelque part. Je regrette pas de l'avoir fait, parce que si je ne l'ai pas fait, je ne serais plus là aujourd'hui. C'est-à-dire j'ai pensé au pire, j'ai pensé au suicide. Tu vois que ta boutique, tu n'arrives plus à la faire tourner, tu ne maîtrises plus les choses, tu penses au pire. Ça a été très dur parce que redressement du tribunal, tu te dis, c'est ce qu'on a fait pour en arriver là. Mais aujourd'hui, avec du recul, faut pas en avoir peur. J'ai sauvé ma tête grâce à ça. Stéphane, sauvé par la FDSEA, est aujourd'hui en redressement judiciaire avec 200 000 € de dettes à rembourser à ses fournisseurs. Il attend une revalorisation urgente de son métier. 60 heures de travail par semaine, on doit pouvoir en vivre. Quimper, François Coulon, Europe 1. Nous quittons le monde de l'agriculture, mais le sujet est tout aussi explosif. La réforme de l'audiovisuel public. Grande réunion aujourd'hui avec le ministre de la Culture. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Sébastien Krebs. Bonjour. Ce qu'on attend aujourd'hui, ce sont les premières pistes donc, de cette réforme. Le problème, c'est que ça ne se passe pas vraiment dans la sérénité la plus totale, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment à France Télévisions. Oui, il y a d'abord eu les mots, cette phrase attribuée à Emmanuel Macron, la honte de la République. C'est resté malgré le démenti de l'Élysée. Ambiance crispée, électrique, ce rendez-vous au ministère dont vous parlez, il tombe aussi le même jour que le conseil d'administration de France Télévisions. Aujourd'hui, examen du budget 2018, 50 millions d'euros de coups de rabot, 171 postes supprimés, dont 30 dans les rédactions nationales, France 2, France 3, mais aussi les magazines d'infos comme Envoyé spécial ou Complément d'enquête. Au siège, on vous décrit des salariés à bout de nerfs, des CDD non renouvelés, le soir 3 du week-end menacé. La défiance a été votée à 84% contre la présidente Delphine Ernotte la semaine dernière, du jamais vu. Clément Le Goff préside la Société des journalistes de France 2. Il y a un vrai sentiment de malaise. On a l'impression que la structure de France Télévisions, elle est de plus en plus importante, alors que dans le même temps, les postes de journalistes de terrain, eux, ils
se réduisent. Il y a des tournages qui sont annulés tous les jours parce qu'il n'y a pas les effectifs. C'est aussi des journaux qui sont un peu réduits. L'info, elle est en danger. Alors l'info, mais aussi le sport, le foot pourrait disparaître des chaînes publiques. Il n'est même pas certain que France Télévisions puisse même diffuser les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Donc tour de vis budgétaire, on a bien compris. Après, il veut faire quoi, Emmanuel Macron ? Alors pour l'instant, c'est assez flou. On ne connaît pas le calendrier de la réflexion qu'il veut lancer. On sait juste que la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a demandé aux patrons de chaînes de trouver des pistes de travail en commun. Par exemple, comment associer les antennes régionales, télé et radio, France 3 et France Bleu. On voit bien que l'idée, c'est de rapprocher les médias publics, peut-être même sous une bannière unique, un peu comme la BBC britannique. Et c'est exactement ce que préconisait il y a 2 ans un rapport écrit par 2 sénateurs, dont le républicain Jean-Pierre Leleu. On a essayé la réforme au fil de l'eau depuis des années. On a l'impression qu'il y a une telle inertie que seule une réforme systémique, acceptée et partagée, je ne dis pas qu'il faut le faire brutalement, mais il y a des gisements d'économie que l'on pourrait résorber au travers d'une meilleure coopération entre les acteurs. Voilà, une mutualisation, mais il s'agit aussi de réfléchir au programme, comment mieux différencier le service public, le déconnecter des problématiques d'audience, produire des contenus qui pourraient aussi s'exporter. Delphine Ernotte, là-dessus, défend l'idée d'un Netflix européen, une plateforme publique adossée à Orange et la création d'un studio pour produire de nouvelles fictions. Merci Sébastien Krebs. Europe 1, 8h11. Il est l'un des patrons les plus célèbres de France. Le PDG de Renault, Carlos Ghosn, prépare sa succession. C'est la une du journal Les Échos ce matin et son directeur est avec nous. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Jean-Philippe. Qui pour succéder à Carlos Ghosn, autant dire que le défi est considérable. Oui, le dauphin de Carlos Ghosn à la tête de Renault doit être désigné en février prochain, mais en coulisses on s'active comme jamais pour trouver un profil à la hauteur. C'est crucial parce que Renault est le pilier de l'alliance qui réunit Renault, Nissan et Mitsubishi. Alors Ghosn ne va pas partir comme ça, il va lâcher d'abord la direction opérationnelle de Renault comme il l'avait fait chez Nissan, et en tant que président il continuera à jouer un rôle important à la tête du groupe, mais le choix de son successeur chez Renault marque une étape importante et risquée. Pourquoi risquée ? Parce que son successeur devra veiller à ce que cette alliance Renault-Nissan-Mitsubishi aille encore plus loin. Ensuite, parce que Ghosn jouit d'une légitimité exceptionnelle au Japon, où se trouve le centre de gravité du groupe. Il faut donc que son successeur soit adoubé par les Japonais. C'est difficile. Il y a des profils en interne, comme Thierry Bolloré, le numéro 2 de Renault. Il y a des profils à l'extérieur, comme le numéro 2 de Toyota, qui est un Français. Des profils plus atypiques, comme Fabrice Bréget, qui vient de quitter Airbus. L'enjeu, c'est d'assurer la pérennité d'une aventure industrielle hors norme qui a placé Renault au cœur d'un groupe devenu en 20 ans le leader mondial d'une industrie automobile en pleine révolution. C'est un sacré défi. L'éclairage de Nicolas Barré. Bon, maintenant les enfants, vous avez 10 secondes pour vous éloigner du poste. Nous allons parler du Père Noël, avec un sujet pour les parents toujours prompts à donner un coup de main au petit lutin. Où va-t-on cacher les cadeaux en attendant de les mettre au pied du sapin ? C'est aussi cela, la magie de Noël. Et c'est un reportage de Justin Morin. Catherine a les bras remplis de paquets. Cette grand-mère d'à peine 1,50 m enchaîne les magasins, mais le plus compliqué viendra après. C'est une vraie galère de cacher les cadeaux de Noël. Leur jeu, c'est de trouver les cadeaux en avance. Alors, je change de cachette à chaque fois qu'ils viennent. Il y a le garage, il y a la cave, il y a sous les bûches de bois, derrière les lavabos. Il faut surtout noter parce qu'après, on oublie. Rosina, le même pas pressé, le même sac d'un grand magasin de jouets. Plus question de cacher les cadeaux à domicile, trop risqué. Elle file vers une planque imparable. Au bureau de ma mère. Là, les garçons ils commencent à grandir, donc du coup, les cachettes, ils les trouvent. Mais certains parents n'ont eu d'autre choix que d'abandonner le rituel. C'est le cas de Lucie, résignée face à l'impatience de ses enfants. Ils trouvent c'est tant pis pour eux, il n'y a plus de surprise en fait. Et pourtant non, il ne faut pas abandonner. Petite, Mathilde prenait un malin plaisir à chercher ses cadeaux, mais aujourd'hui, l'adolescente est en manque d'enchantement. Quand j'étais plus jeune, on les cherchait partout, dans toute la maison, on essayait de les trouver. C'était des bons souvenirs avec ma sœur, mais tout ça c'est fini. Moi, ça me rend très triste. Finalement, plus que les cadeaux, ce qui compte, c'est peut-être trouver l'endroit où les parents les ont cachés. Cela fait aussi partie de Noël. Le reportage de Justin Morin. Merci, c'était Jean-Philippe Ballas pour le journal. Europe 1.